Bien, bah écoutez, il est 20 heures, donc on va pouvoir commencer, on va commencer à l'heure. Donc, merci à ceux qui sont donc connectés en ligne. Donc, une petite innovation pour nous, puisque compte tenu du contexte actuel, on a choisi non pas d'être l'un à côté de l'autre, nos deux conférenciers, donc on est à distance tous les deux. On espère que tout va bien se passer à distance, mais je pense que ça devrait être le cas. Donc, vous nous voyez, voyez nos visages dans des petites vignettes et vous pouvez suivre le diaporama, bien évidemment, en ligne. Donc, on va commencer par se connecter. Donc, sachant que comme nous sommes chez nous, il peut y avoir des petits parasites. Par exemple, moi, j'ai un petit chien qui est dans mon appartement, donc peut-être se manifestera-t-il. Je m'en excuse d'avance. Donc voilà, donc on va se présenter. Donc, pour ceux qui sont un petit peu habitués à ces conférences, vous savez qu'elle dure 1 heure pile, normalement 1 heure pile. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Bossier, qui est vétérinaire et avec qui nous avons déjà eu l'occasion de faire ces grands angles. Et il va se présenter lui-même. Michel. Bonjour à tous. Donc, je suis vétérinaire. Après une petite expérience d'enseignement de la médecine vétérinaire à l'école de médecine vétérinaire de Tunis, entre 1975 et 1977, j'ai exercé comme praticien, omnipraticien, en Saône-et-Loire. Et je me suis également investi dans ma profession au sein de sociétés savantes, d'organisations vétérinaires techniques. Aujourd'hui, je suis membre de l'Académie vétérinaire de France. Et surtout, je me suis investi au sein de mon ordre professionnel, dont j'ai été le président du Conseil national pendant 6 ans, de 2010 à 2016. Voilà, pour l'essentiel. Donc, Michel, depuis quelques temps, maintenant, quelques années maintenant, ça fait bien au moins 2 ans. 3 ans, voilà. Nous travaillons ensemble sur tout ce qui concerne la gestion du risque en matière de pratique vétérinaire, mais aussi en matière de pratiques cliniques qui peuvent parfois intéresser à la fois le vétérinaire et le médecin et le professionnel de santé humaine. Et c'est typiquement l'objectif de cette conférence, pour ce qu'on va naviguer vraiment entre les maladies humaines et les maladies vétérinaires, animales. Alors, on a perdu l'image de Michel. Est-ce que vous nous avez toujours en son, Michel? Moi, je vous ai en son et en image, hein, et je me vois également. Non, moi, j'ai perdu votre image, mais c'est pas grave du moment que vous nous entendez. Donc, moi, je suis donc médecin et je m'occupe de gestion de risque en santé depuis de nombreuses années. Et donc, je travaille à la prévention médicale maintenant pour essayer d'apporter de l'aide sur le sujet à tous ceux que ça intéresse au niveau des professionnels de santé. Donc, on essaie d'avoir des sujets un peu pour tout le monde. Donc, pour les médecins, les paramédicaux et toutes les professions de santé, les dentistes, mais aussi les vétérinaires. Et parfois, on a aussi des sujets qui vraiment intéressent tout le monde. Donc, celui-là en est un en particulier. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui est d'actualité vraiment, puisqu'on va parler des zoonoses et donc la transmission des agents infectieux de l'animal à l'homme et peut-être aussi dans l'autre sens. Sur l'idée qu'on a quand même traversé une période bien compliquée pour tout le monde, qui est la période du Covid. Donc, on s'est dit que ce serait un bon sujet de parler de ces zoonoses, de ces maladies qui sont à la fois zoonoses et émergentes. Donc, avec Michel, on va essayer d'avoir une approche un peu décalée, puisqu'on va avoir la vision du vétérinaire sur ce sujet. Et je pense que pour ceux qui sont peut-être médecins et qui assistent, ce serait intéressant de voir comment on peut partager finalement les approches entre la santé animale et la santé humaine. Et donc, on va bien se promener entre les deux domaines. Donc, vous le savez tous, hein, on est en train de sortir, on l'espère en tout cas, de cette grande crise, cette grande pandémie. Fin 2019, une maladie humaine nouvelle apparaît, c'est la maladie Covid-19. Elle apparaît en Chine. Et c'est un nouveau coronavirus qui a été identifié. Alors, les coronavirus, il y en a plein, hein, notamment il y en a qui ont été célèbres puisqu'ils sont à l'origine du SRAS et du MERS. Voilà, donc pour la pathologie humaine, on verra pour les pathologies animales. Le coronavirus, a priori, c'est probablement maintenant confirmé, il a une origine animale, ça ne fait aucun doute, et il a quand même conduit à une pandémie mondiale avec la population confinée quand même au niveau mondial. Alors, des épidémies, entre guillemets, liées le SRAS et le MERS, bon, il y en a eu, mais elles n'ont pas été d'une si grande ampleur. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'assez original, au sens où c'est la première que ça se produit.
Donc, ça a quand même eu un impact important sur l'économie mondiale. Et pourquoi on a vraiment choisi ce sujet? Parce que quand même, il a circulé l'idée que ce virus, il était transmis par les animaux, en partant de la chauve-souris et en passant par le pangolin. Donc, on va vous en dire un petit peu plus. Donc, ce qu'on vous propose comme plan de cette conférence, donc c'est important peut-être de replacer un petit peu de redéfinir un petit peu les termes. Ce que c'est qu'une pandémie, ce que c'est qu'une zoonose, enfin toutes ces choses-là, pour qu'on soit bien clair. Qu'on revoie un petit peu les modes de transmission vus par le vétérinaire, mais c'est intéressant de voir ça, de voir aussi la diversité et l'importance de ces maladies qui sont quand même très diverses, et c'est ça qui les rend compliquées finalement. Et puis enfin, on parlera une fois qu'on aura bien planté le décor et qu'on se sera vraiment calé sur les définitions, eh bien, on va peut-être prendre une autre optique qui est de se dire comment est-ce qu'on peut lutter contre les zoonoses, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis on abordera le concept d'une seule santé qui est, à mon avis, on sort actuellement de la pandémie, entre guillemets, et les gens, c'est le moment où culturellement on se pose des questions, beaucoup de gens se posent des questions, pour revoir un certain nombre de choses, de stratégies en matière de santé, et donc on abordera cette partie-là. Donc je vais donner la parole plus largement à Michel, parce que on va commencer par des définitions, et notamment sur le mode de transmission. Donc, Michel, je vous laisse parler des maladies émergentes. Voilà. Je pense qu'on peut d'abord parler de la notion de maladie émergente, puisque finalement, avec la Covid, alors moi je parlerai au féminin, hein, puisque le disease c'est au féminin, le mot maladie est féminin, en français aussi, donc je parlerai de la Covid-19 et du SARS-CoV-2, du virus SARS-CoV-2, ce coronavirus qui est en cause. Alors, évidemment, on l'a qualifié à la fois de maladie émergente, parce qu'elle est une maladie nouvelle, on l'a qualifié aussi de zoonose. Qu'est-ce qu'une maladie émergente? Là, j'ai pris la définition qui figure sur le site de l'OIE, qui s'appelait autrefois Office international des épizooties, et rebaptisé aujourd'hui Organisation mondiale de la santé animale. Une maladie émergente, c'est une infection nouvelle causée par l'évolution ou la modification d'un agent pathogène ou d'un parasite existant qui se traduit par un changement d'hôte, ou bien de vecteur, ou bien de pathogénicité, ou même de souche. Alors, il peut s'agir d'une maladie infectieuse nouvelle, mais il peut aussi s'agir d'une maladie infectieuse qui existait et qu'on n'avait pas encore identifiée ou signalée. Ce qui est important dans la notion de maladie émergente, c'est le fait que précisément elle est nouvelle. Alors, je serais tenté de dire que c'est un concept qui est un peu, je dirais, centré sur l'Occident, quoi, occidento-centré. C'est-à-dire que en réalité, la maladie, elle est surtout qualifiée d'émergente dès lors qu'elle touche l'Amérique du Nord ou l'Europe. Hein, on y reviendra. Alors, des exemples de maladies animales. Les vétérinaires ont connu, je dirais, à la fin du 20e et au tout début du 21e, l'apparition d'une maladie qui m'avait été enseignée à l'école vétérinaire dans les années 70 comme une maladie parfaitement exotique, une maladie tropicale, la fièvre catarrhale ovine ou Blue Tongue, maladie de la langue bleue, qui est une maladie virale due à un virus ARN. Et la particularité, disons, la notion de maladie émergente est vue du fait que cette maladie s'est déplacée, réchauffement climatique oblige sûrement, avec le petit moucheron qui finalement est le vecteur, qui est un culicoïdes, hein, et il est arrivé en Europe. Voilà. Et donc la maladie s'est largement répandue, elle a causé des pertes en France, etc. On a eu également un deuxième exemple, encore plus récent, 2011 en Allemagne, autour de la ville de Schmallenberg. C'est un virus totalement nouveau, absolument strictement jamais identifié auparavant, qui a eu le temps de se répandre en Europe et qui touche les ruminants, qui est responsable d'entérite, de gastroentérite, d'avortements chez les bovins, et puis aussi surtout de malformations articulaires et nerveuses. Voilà. Voilà deux exemples de maladies émergentes, hein, en ce sens qu'elles sont nouvelles, et là qui concernent l'animal. Bon, chez les maladies humaines, bien sûr, on en connaît, on a suffisamment parlé de ce qu'on appelait la grippe aviaire, hein, c'était une maladie, une forme de grippe tout à fait nouvelle. On signale par exemple l'encéphalite. Alors, j'ai signalé ici, j'ai pris comme exemple l'encéphalite pour la rapprocher de la notion d'émergence, parce que, comme son nom l'indique, c'est une maladie, c'est une zoonose, hein, c'est une maladie commune
des animaux et à l'homme, et qui est transmise par une piqûre de tique. Les acariens que sont les tiques. Et la particularité est que elle était déjà apparue, il y avait déjà eu une suspicion d'apparition dans d'autres pays européens par une consommation de lait cru. Et là, on a eu récemment, c'est quelque chose de tout récent, ça remonte à il y a 2 mois et c'est près de chez moi. J'habite en Bourgogne-Franche-Comté et c'est dans l'Ain en fait. Il y a eu une identification. On est à peu près certain que les gens se sont contaminés, ont pris l'encéphalite à tique en consommant des fromages au lait cru. Voilà un exemple. Donc, c'est la notion d'émergence, disons, se définit à travers la nouveauté. La nouveauté ici, non pas de la maladie, puisque l'encéphalite à tique est connue depuis longtemps, mais la nouveauté de son mode d'appareil, le changement de vecteur notamment. Donc, des maladies émergentes pour les animaux, des maladies émergentes pour les humains, et puis il peut y avoir des maladies émergentes animales qui vont se transmettre aux humains. Oui. Alors là, donc, dès lors qu'on parle des maladies animales qui se transmettent aux humains, on va peut-être passer à la diapositive suivante, puisqu'on aborde la notion de zoonose. Mais avant d'aborder la notion de zoonose, je voudrais, à propos des maladies émergentes, citer Charles Nicolle et surtout ce qu'il en avait dit. Ce qui est intéressant, c'est que Charles Nicolle, c'est un de nos médecins, chercheurs qui exerçait son activité à l'Institut Pasteur et qui a obtenu un prix Nobel de médecine en 1928, donc ça remonte à 92 ans maintenant. Il est connu tout simplement pour avoir identifié le pouls comme vecteur du typhus murin. C'était bien une zoonose, la maladie commune à l'homme et l'animal, mais on n'avait pas compris comment les humains pouvaient l'apercevoir. Et lui, à Tunis, il exerçait son activité à Tunis et il a identifié le pouls comme agent transmetteur. Mais surtout, il s'est intéressé à la notion de maladie émergente. C'est lui peut-être qui a été un des premiers à évoquer cette notion de maladie émergente. Et il disait, je cite, je lis ce qui est écrit, là, voilà ce qu'il avait écrit, il y aura donc des maladies nouvelles. C'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine, disait-il. Il faut aussi bien se résigner à l'ignorance des premiers cas évidents. Ils seront méconnus, confondus avec des maladies déjà existantes. Et il ajoutait, pour qu'on la reconnaisse plus vite, il faudrait que l'infection nouvelle soit d'importation exotique et douée d'un pouvoir marqué de contagiosité. C'est vraiment le cas de notre Covid. Covid-19, absolument. Alors, sur cette diapo, ce qui est intéressant dans la notion de maladie émergente, c'est les chiffres, là. On a identifié depuis, finalement, la guerre, depuis 1940, 335 maladies émergentes, vous voyez. Ce qui, quand on fait la moyenne en 60 ans, ça en fait à peu près 5 par an, 5 maladies nouvelles par an. Et on voit qu'il y en a une bonne moitié qui sont dues à des bactéries. Il y en a un quart qui est dû à des virus, plus les agents non conventionnels. On va ajouter le prion pour faire les 25%. Et puis le reste se partage entre des protozoaires, des champignons, des élemacs, des vers peuvent être, voilà. Mais maladies émergentes, ce sont des maladies qui, pour beaucoup, qui ont émergé disons, dans le nord, au nord. Plutôt l'hémisphère nord, c'est ça? Vous appelez le nord, c'est l'hémisphère nord. Oui, l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, à partir de leur berceau tropical, voilà. Et on peut dire qu'il y a, c'est l'avis des scientifiques, des observateurs, des épidémiologistes, un bel avenir pour les maladies. Donc ça veut dire que probablement on va être amené à en rencontrer d'autres qui ressembleront de près ou de loin à ce qu'on a connu sur la Covid-19. À l'évidence. Mais ça, on y reviendra sûrement. Donc peut-être, alors aussi, je vais avancer un petit peu là. Donc on passe de l'émergence, on va passer peut-être aux zoonoses. Zoonoses, alors voilà. Donc, voilà, donc la définition donc, des zoonoses. Donc moi j'avais compris que c'était plutôt des maladies qui étaient transmises de l'animal à l'homme, mais ça peut être l'inverse. Oui, alors attendez, on va essayer d'arriver à mettre la bonne diapo. Eh ben, décidément. Attendez, là, laissez-moi, je vais peut-être vous la main. Oui, voilà. D'accord. Là, voilà. Définition des zoonoses. Voilà. Alors, là, j'ai sous les yeux, si vous voulez, la définition de l'OIE, de l'Organisation mondiale de la santé animale, maladie ou action qui se transmet des animaux vertébrés. C'est important de retenir, finalement, on ne considère que les vertébrés. Des vertébrés à l'homme ou vice-versa. Alors, c'est intéressant parce que si je compare avec la définition donnée par l'OMS, c'est la suivante. Les zoonoses sont un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent naturellement
voyez, là donc l'OMS a introduit la notion de transmission naturelle, ce qui est à mon avis très important, parce que ça écarte la transmission expérimentale à d'autres espèces, tout à fait, qui se transmettent naturellement de l'animal à l'homme. Mais l'OMS ajoute que le plus grand risque de transmission se situe à l'interface entre l'homme et l'animal par une exposition directe ou indirecte à l'animal, les produits qui en sont issus, par exemple la viande, le lait, les œufs, et ou son environnement, c'est-à-dire l'environnement de l'animal. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai mis en bas, vous voyez, un autre exemple, un contre-exemple qui fait que, par exemple, le tétanos n'est pas considéré par l'Organisation mondiale de la santé animale comme une zoonose, puisque le tétanos peut être contracté, je dirais, surtout en souillant une plaie, je dirais, par la terre, les excréments, etc. Et j'ai lu sur le site de l'OMS, je l'ai trouvé classé dans les zoonoses. Alors effectivement, ça fait partie de ces maladies un peu limites parce qu'on peut considérer naturellement que dans le fumier des animaux, dans le crottin du cheval, dont on sait qu'il est assez riche en clostridies tétaniques, il y a un risque, c'est effectivement une bactérie qui se trouve dans l'environnement du cheval, mais pour autant on peut parfaitement la contracter ailleurs. Bien sûr. Alors, pour citer quelques exemples de zoonoses, toxocarose, cryptosporidiose, c'est-à-dire un exemple avec un helminthe, un exemple avec un protozoaire, les cryptosporidies, une bactérie, les pasteurelles, un virus, la rage, et puis j'ai recité une autre bactérie, la tuberculose humaine. Et là, c'est pour le vice-versa. Parce que, bon, finalement, ce qui est amusant, c'est normal. On va pas reprocher aux médecins et puis à l'OMS d'avoir une vision anthropocentrée, et on comprendra qu'effectivement, ce qui intéresse les médecins, ce qui intéresse l'OMS, c'est tout ce qui peut, je dirais, se transmettre à l'homme à partir des animaux. Et l'inverse n'intéresse pas forcément, et on le comprend, l'OMS ni même le médecin. Mais en revanche, ça intéresse davantage les vétérinaires. Eh bien, la tuberculose humaine, c'est le cas, effectivement, d'une transmission qui va dans le sens inverse, parce que le chien notamment est sensible à Mycobacterium tuberculosis, mais dans tous les cas de figure qui ont été rencontrés, c'est toujours le maître du chien qui, présentant une tuberculose, avait contaminé l'animal. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Alors, on passe donc de la définition de la zoonose à la façon dont elles se transmettent, ces maladies. Voilà, donc, ça peut être direct par des vecteurs, donc ça c'est intéressant. Voilà, qui dit zoonose évidemment dit transmission effectivement de l'animal à l'homme. Alors, je pense qu'on peut distinguer tout de suite deux grands groupes de cas. On les détaillera aux diapositives suivantes. Il y a le cas où dans chaque cas de contamination humaine, il a fallu un animal, donc une contamination directe ou indirecte à partir d'un animal dans chaque cas. Et puis il y a un autre groupe de zoonoses dont fait partie la Covid. Il y a une origine animale, on sait, on a compris que il y avait eu passage de virus qui était hébergé, je dirais, sans frais pour l'animal par la chauve-souris, Rhinolophus affinis, qui s'est transformé, a muté éventuellement avec le passage sur le pangolin, et puis qui s'est adapté à l'homme. Et une fois adapté à l'homme, finalement, il n'y a plus besoin. La transmission, elle est devenue strictement interhumaine, pratiquement. Donc, ça c'est donc intéressant. On a pratiquement le même avec le sida, et dès lors que finalement les virus de l'immunodépression des singes, les SIV, s'étaient adaptés à l'homme pour faire le HIV, après on a une transmission assez strictement interhumaine. Donc il y a deux grands groupes de cas, si vous voulez, des cas où l'homme se contamine à chaque fois à partir d'un animal, et puis des cas où le système est amorcé et après est amorcé en quelque sorte à partir de l'animal, et ensuite de la réplication est strictement interhumaine. Ça paraît un peu normal, puisque le virus ayant muté étant adapté à l'espèce humaine, il n'y a pas de raison que ça ne se transmette pas ensuite entre les différents individus. Alors après, ça dépend de sa contagiosité évidemment, et de son mode par quelle voie ça se transmet. Parler du HIV, bon, c'est pas, heureusement le HIV n'avait pas la contagiosité telle que celle qu'on vit actuellement, sinon ça aurait été dramatique. Absolument. Donc, on poursuit sur ces fameuses modes de transmission. Oui. Écoutez, simplement, on va être assez rapide, là, de manière à ne pas trop entamer notre temps. Dans les transmissions de l'animal à l'homme, au cas par cas, alors j'ai mis des exemples, un exemple de transmission directe par contact, un exemple banal, c'est la dermatomycose à partir d'un chat.
Hein, donc les mycoses, on a fréquemment des personnes qui peuvent présenter une dermatomycose qui est détectée par le médecin, et assez souvent les vétérinaires voient à venir le propriétaire d'un chat envoyé par le médecin qui demande de vérifier que le chat n'était pas porteur de la dermatomycose. Et effectivement, les chats peuvent présenter de véritables lésions, des dermatomycoses, des teignes qui peuvent se manifester, mais dans de nombreux cas, il est un porteur sain. Donc, on a des moyens de détection à partir du pelage, je dirais par fluorescence ultraviolette, ou bien même simplement. Parfois, il faut mettre en culture, hein, on fait un prélèvement, on met en culture, et puis on voit si le chat est porteur. Et dans ce cas, naturellement, il faut traiter le chat naturellement. C'est indispensable si on veut ne pas avoir des réinfections, des recontaminations de l'humain. Un cas de contamination directe de l'animal à l'homme, mais indirect, enfin non, disons de transmission de l'animal à l'homme, mais indirecte par l'aliment, c'était la maladie de Creutzfeldt-Jakob, variant ESB, c'est-à-dire c'est ce qu'on a rencontré, les quelques cas de Creutzfeldt-Jakob qui sont imputables à une contamination à partir de l'encéphalopathie spongiforme, c'est-à-dire de la vache folle. Hein, c'était la question de la vache folle. Voilà. C'est important de transmission parce qu'après, ça va avoir un impact sur la façon dont on peut éventuellement prévenir, lutter et travailler pour éviter tout ça. Oui, bien sûr, mais ça a entraîné évidemment des modifications considérables dans la façon de traiter ce qu'on appelait les abats spécifiés des bovins. On a pu consommer de cervelle, de moelle épinière de ces animaux qui pouvaient effectivement héberger le prion. Donc, il y a eu un ensemble de mesures à prendre, mais il ne faut pas les détailler ici, si on veut aller jusqu'au bout de notre... Alors après, un exemple de transmission de l'animal à l'homme, mais indirect par vecteur, par arthropode, eh bien, j'ai cité l'exemple des méningoencéphalites équines, qui sont des maladies effectivement communes aux chevaux et à l'homme. Voilà, qui peuvent être transmises par des moustiques. Alors, vous abordez tout à l'heure les transmissions, une fois que la maladie a été transmise à l'homme, à la transmission interhumaine. Donc, on a déjà évoqué notamment le HIV. Oui, on l'a déjà évoqué, donc voilà, on peut aller plus vite. Exhaustif dans les modes de transmission. Et puis, par les supports aussi inertes, hein, comme aussi peut se transmettre par les supports inertes. C'est pour ça qu'on préconise aussi beaucoup de mesures barrières. Voilà, donc ça c'est quand même absolument. Voilà, ce sont deux cas finalement où il y a la transmission directe Ebola et également une transmission possible par les supports inertes. On a retrouvé avec Covid-19. Alors, on évoquait dans le plan tout à l'heure la diversité donc de ces maladies. Alors c'est ce qui probablement on fait leur complexité parce que il y a une diversité à la fois des agents, mais aussi des réservoirs, etc. Donc c'est compliqué en fait parce que pour en faire une prévision ou anticiper, ça semble assez complexe puisqu'il y a quand même une diversité importante dans différents domaines. Oui, diversité des agents pathogènes eux-mêmes, diversité des réservoirs animaux. Hein, parmi les vertébrés, il y a très nombreuses possibilités. Diversité des vecteurs quand il y a une transmission indirecte, diversité de gravité, diversité de fréquence, diversité géographique également. Il y a une diversité à l'infini, parce que si on mélange tout ça, on arrive à une diversité exponentielle par rapport à des futures maladies qui pourraient émerger d'ici quelques années. Absolument, absolument. Et puis, bon, il y a aussi une observation, hein, c'est que il y a quelques millions d'espèces animales. L'espèce humaine, elle est une, donc il est assez logique que la transmission se fasse majoritairement des diverses espèces animales qu'on peut rencontrer, hein, ne serait-ce que les espèces de vertébrés. La pression, elle est plus importante, je dirais, de l'animal vers l'homme que de l'homme vers l'animal. Pour une raison statistique évidente, mathématique donc évidente. On va éplucher un petit peu les différents tables. Alors ça va faire un petit peu une sorte d'énumération, mais enfin c'est juste pour donner des exemples. Donc sur les agents pathogènes,
Voilà, ben j'avais cité tout à l'heure l'exemple des champignons microscopiques, les dermatophytes avec les mycoses cutanées. Les helminthes, eh bien, j'aime bien citer le cas de Toxocara. C'est un des ascaris du chien, c'est l'un des ascaris du chien. Qui à l'état normal vit évidemment sa vie d'adulte et sa vie larvaire dans l'intestin du chien. Il se trouve que parfois les propriétaires de chiens ne sont pas toujours très regardants à l'hygiène et peuvent laisser leur chien faire ses besoins sur le tas de sable où des enfants vont aller jouer, vont évidemment porter leurs mains à la bouche. Et les œufs d'helminthe vont éclore dans l'intestin, et là, la larve libérée, qui n'est pas chez son hôte habituel, va être en quelque sorte un peu perdue, elle va être erratique, et elle va avoir une tendance assez importante à se retrouver dans le tissu nerveux, et notamment dans le tissu oculaire, dans les yeux. Voilà, donc des enfants ont pu perdre un œil à cause simplement d'une petite larve d'ascaris de chien. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles les vétérinaires de France et de Navarre incitent toujours leurs clients propriétaires de chiens à bien les déparasiter, les traiter contre les helminthes. C'est pour le chien, certes, mais c'est aussi pour une raison de santé publique, comme ça peut être illustré. Et d'inciter les propriétaires de chiens à pas laisser faire leurs chiens n'importe où aussi. Absolument, absolument. Alors après, d'autres exemples, protozoaires, bactéries, on l'a déjà dit, les agents non conventionnels, on les a déjà cités. On peut pas rentrer dans le détail ici, puisque c'est pas l'objectif. Après, il y a donc les réservoirs animaux qui sont aussi, ma foi, divers. Je vous ai mis un petit arche de Noé pour vous montrer la diversité. Voilà. Alors, oui, j'ai commencé par finalement les reptiles. Là, un exemple avec les reptiles sont les tortues et les salmonelles. Alors bon, les tortues sont vraiment des exemples d'animaux, de nouveaux animaux de compagnie. On aura l'occasion d'y revenir. Ce sont des animaux qui devraient être partout, sauf finalement, je dirais, dans les maisons et dans les jardins. De façon fréquente, il s'agit d'espèces protégées qui n'avaient le plus souvent rien à faire chez les particuliers, sauf à éventuellement transmettre à ceux qui ont un contact un peu trop rapproché avec ces tortues, ces gentilles tortues, aussi respectables soient-elles, quelques salmonelles. Voilà un exemple aquatiques et des tortues terrestres ou simplement les tortues terrestres? Terrestre et aquatique, qu'on fait. Voilà, il y a eu, vous savez, la mode à un moment donné d'importation, je dirais anarchique, de tortues de Floride, après qui a été relâchée un peu partout. Et puis, de façon générale, aujourd'hui, on met en garde, si vous voulez, contre l'acquisition des tortues. Il n'est pas question de s'opposer non plus à ce que les gens aient des tortues, mais il faut au moins avoir conscience à la fois de ce que ça représente en termes d'impact environnemental, d'agression à l'environnement, et puis de risque. Le risque, c'est ce qui nous intéresse ici, le risque. Alors avec les oiseaux, il y a les canards sauvages et l'influenza hautement pathogène. Là, on l'avait vu. Alors les canards. Il y a les primates, on les a signalés avec les singes et l'Ebola, les singes et le sida, par exemple, ce sont des exemples. Je viens déjà de signaler les chiens avec la larva migrans d'ascaris, là c'est le cas d'un helminthe. Un exemple parmi d'autres, s'agissant des chats, c'est la fameuse maladie des griffes du chat, on a appelé aussi la lympho-réticulose bénigne d'inoculation. C'est une bartonellose qui peut effectivement être transmise, une sorte de rickettsiosis au sens large du terme, qui peut être transmise par une griffure de chat. Il faut toujours quand même effectivement désinfecter la plaie quand on est griffé par un chat. A mis en lumière un petit peu le rôle important des chauves-souris. Alors, quand on avait préparé cette conférence, j'avais compris que ces espèces animales hébergeaient énormément de virus, et c'est assez surprenant. Pourquoi ces chauves-souris hébergent-elles autant de virus sans pour autant être atteintes par ces mêmes virus? Bon, écoutez, je n'apporterai pas la réponse, puisque finalement, c'est un sujet, je dirais, qui disons, permet à un certain nombre de scientifiques de se livrer à des hypothèses, mais cela mérite d'être creusé. J'ai lu un certain nombre d'articles ces temps-ci qui appellent à ce que l'on comprenne pourquoi les chauves-souris hébergent un si grand nombre de virus, et notamment de virus qui ne les indisposent absolument pas, puisqu'elles sont des porteurs sains, mais qui sont potentiellement dangereux, voire très dangereux
pour l'homme, exemple avec le coronavirus, les coronavirus qui ont été responsables aussi bien du SRAS que du SARS-CoV-2. J'imagine que Voilà. cette espèce va être un peu étudiée parce que ça peut être intéressant de savoir pourquoi elles sont résistantes à ces virus et voilà, et ça pourrait peut-être donner des pistes peut-être pour futurs traitements ou vaccins. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce qu'il faut souhaiter, et ce sera le sens du discours finalement que nous allons essayer de nous efforcer de tenir au cours de cette conférence d'ici à la fin de la conférence. Alors, ce qui est intéressant avec les chauves-souris, vraiment, ces animaux qui sont originaux. Hein, finalement, on a deux petits animaux vraiment particulièrement originaux, deux mammifères originaux, un mammifère qui vole. Voilà, tous les mammifères ne volent pas, c'est déjà une originalité. Et puis après, on a un autre intermédiaire. À qui la chauve-souris a pu refiler le bébé, si vous voulez, avant de le transmettre à l'homme, c'est le pangolin qui est un mammifère à écailles. Donc là aussi, avouez que ce sont deux petits mammifères assez originaux qui ne sont sûrement pas sans, je dirais, contribuer à accroître l'aspect fantasmatique de l'émergence zoonotique. En même temps, 1200 espèces. Oui. 1200 espèces de chauves-souris, c'est le quart du nombre des espèces de mammifères. Donc c'est intéressant. On en a que 33 ou 34 en France à ma connaissance. Hein. Je ne connais pas bien les chauves-souris, mais plus de 60 virus émergés. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc il y a lieu effectivement d'étudier les chauves-souris, de les étudier, d'étudier les virus qu'elles hébergent, et puis surtout d'étudier un peu mieux leur mode de vie et de comprendre, de mieux étudier les interactions qui se produisent et qui se sont produites entre les humains et les chauves-souris, entre les humains ou entre les chauves-souris et les animaux qui ont contaminé les. On verra tout à l'heure. Vous parlez de l'espèce du pangolin, qui est une espèce un peu originale et protégée d'ailleurs, mais on parlera tout à l'heure justement pour la problématique du rapprochement des faunes sauvages et des populations humaines, parce que ça a probablement un lien important avec tout ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, on t'a parlé donc des réservoirs animaux. Donc, la diversité, elle est aussi liée aux vecteurs. Donc, surtout des insectes. Hein. Voilà. Alors, les vecteurs, ce sont des arthropodes. Alors, des insectes comme les moustiques ou bien des acariens, des arachnides, hein, comme les tiques. Hein. Bon, j'ai cité les moustiques, alors qui peuvent transmettre des parasites, hein, notamment des protozoaires, hein, comme les anophèles transmettant l'agent du paludisme, ou des moustiques transmettant des virus. Hein. Là, c'est l'espèce Aedes hein, qui transmet la dengue, le chikungunya, qui sont là des virus, des flavivirus, peu importe, hein, donc de véritables désarboviroses. Et puis, j'ai cité un exemple de vecteurs, d'autres arthropodes vecteurs sont les tiques, transmission bactérienne pour la maladie de Lyme, dont on parle beaucoup, qui est une borréliose, pour la peste, hein, la peste également parce qu'elle n'est pas éradiquée, hein, transmise par des tiques. Et, il y a diverses rickettsioses qui peuvent être transmises par des tiques. Et puis tout à l'heure j'évoquais l'encéphalite à tique, hein, qui est également une arbovirose. Voilà, dont on a découvert qu'elle pouvait aussi finalement être transmise à l'homme, non pas directement par une piqûre de tique, mais par l'ingestion de fromage au lait cru d'animaux qui, eux, ont été effectivement infectés via une. C'est d'autant plus ennuyeux pour ces insectes-là, c'est qu'ils se promènent largement, éventuellement grâce aux avions et autres, et peuvent passer différentes barrières, notamment là actuellement, on parle d'actualité des moustiques tigres, hein, donc qui sont recherchés aussi, dont il faut faire attention en France. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont aussi très nombreux ces vecteurs. Donc tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs, pour en revenir à la maladie animale que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas une zoonose, hein, la fièvre catarrhale ovine, eh bien, nous est arrivé finalement par je dirais, depuis l'Afrique, de ce pays d'Afrique, via la Hollande, avec des fleurs finalement. Hein. Les petits moucherons, les Aedes, ils ont transité dans des cargos, et voilà, c'est bien la mobilité extrême qu'on enregistre aujourd'hui avec la mondialisation, qui peut être aussi un facteur d'accroissement de la fréquence d'apparition de ces maladies émergentes zoonotiques. Alors, on a parlé de gravité aussi par rapport aux facteurs de diversité. Donc, il y a des choses. Bon, là, moi, je les ai traduits en matière de criticité tout à l'heure. Vous allez voir, parce que vous avez ceux qui sont rares et qui sont pas graves, celles qui sont graves et qui sont fréquentes. Enfin bref, c'est
c'est intéressant de voir ces différentes. Oui. Oui, bon, pour la forme, disons la maladie de Newcastle, qui est une maladie très grave chez les volailles, hein, chez le poulet, peut effectivement atteindre les éleveurs de poulets, les gens qui sont en contact avec les poulets malades, mais la maladie est extrêmement bénigne chez eux. Bon, on a la vaccine, le cowpox, voilà, bon, ça c'est elle qui est à l'origine de la vaccination contre la variole est une maladie bénigne chez l'homme. La fièvre afteuse, qui est une maladie assez grave et économiquement grave chez les ruminants, peut atteindre dans de très très rares cas l'homme, beaucoup moins fréquemment que les gens le disent en réalité, et elle provoque une petite stomatite bénigne, quelques aftes, c'est vraiment bénin. Elle est même parfois pas considérée comme une zoonose tant la maladie humaine est bénigne. Hein. Alors en revanche, à l'inverse, il y a une maladie qui est toujours mortelle, systématiquement mortelle lorsque elle est cliniquement déclarée, c'est la rage. Et puis après, bon, on a tout le lot des maladies qui sont quand même intermédiaires, mais le plus souvent graves. Alors j'ai signalé la brucellose, fièvre de Malte, la tuberculose, les salmonelloses, les leptospiroses, la psittacose, Ebola, bien sûr, les grippes. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Bah, ça, vous avez dit sur 30 ou 40 ans, 5 maladies nouvelles par an, c'est beaucoup, hein, dont les 2 tiers sont des zoonoses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et encore, je ne suis pas sûr, on y reviendra peut-être, on dit que 60% des maladies sont zoonotiques, des maladies animales actuelles, mais je ne suis pas sûr, on y reviendra tout à l'heure. C'est parce que on n'a pas forcément l'explication pour toutes. Il est possible qu'un certain nombre de maladies qu'on ne connaît que chez l'homme aujourd'hui ont peut-être eu ou sûrement eu une origine animale antérieurement. Très longtemps, oui. Il y a longtemps. Alors, on a parlé de gravité, de fréquence. On est typiquement dans nos approches de gestion de risque. Donc, les fréquentes, qui sont la rage, la leptospirose, la tuberculose. Alors, la rage, c'est grave, hein. Les rares. Oui. Et donc, elle est, quand je dis fréquente, alors quand on dit fréquente, je l'ai classée dans les fréquentes pour choquer l'auditeur français, parce qu'effectivement, en France, la rage, nous ne la connaissons plus, donc elle n'est pas fréquente chez nous. Elle n'existe plus, elle n'existe que quand on importe un animal enragé du Maghreb en général, le plus souvent. Mais en revanche, à l'échelle mondiale, elle reste une maladie fréquente, hein, et grave. Voilà. Après, certaines arboviroses, la mort, c'est une maladie bactérienne qui touche le cheval et puis l'homme, mais bon, qu'on connaît plus chez nous, et puis qui reste de toute façon assez rare encore, hein, mais c'est une zoonose. Et alors j'ai cité des rares et bénignes, alors voilà, tel que le téniasis chez nous, c'est-à-dire le ver solitaire. Donc ce ver solitaire, même si c'est désagréable tant qu'il est dans notre intestin, bon, d'abord c'est pas fréquent aujourd'hui, et puis ça reste plutôt bénin quand même. Hein, il y a pas de, la vie n'est pas en danger. En revanche, fréquente et grave, la zoonose, puisque la rage, puisque précisément quand les signes cliniques apparaissent, la maladie est irréversiblement mortelle. Donc après, vous avez aussi parlé on prendra en compte la diversité géographique. Vous avez parlé de la différence entre hémisphère nord et hémisphère sud. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'intéresse plus à des choses qui arrivent chez nous, évidemment. Mais bien évidemment, ces maladies se répartissent tout à fait différemment, parfois de façon localisée ou parfois comme le. Oui, voilà. Alors bon, voilà, il y a un certain nombre d'arboviroses, là, par exemple la fièvre de la vallée du Rift, hein, que l'on connaît en Afrique orientale, la partie orientale de l'Afrique, si vous voulez. Bon, elle est relativement localisée, mais on la considérait comme une zoonose localisée. Je dirais que la notion de localisation restreinte commence un petit peu à s'estomper, puisqu'elle s'est répandue dans un certain nombre de pays au-delà de sa zone de prédilection dans laquelle elle s'était tenue pendant d'assez nombreuses années. Entre guillemets, confinée à la vallée du Rift. Il y avait des raisons pour qu'elle reste localisée à cet endroit-là? Vous savez, les explications, elles sont souvent comportementales. Ce sont les comportements humains, hein, qui expliquent assez souvent Et puis, bon, je serais tenté de dire aussi. Alors là, si vous voulez, c'est peut-être un petit peu, peut-être aussi, n'a-t-on pas suffisamment cherché, hein, vous savez, plus on trouve, plus on cherche, plus on trouve. Donc, il y a peut-être cela aussi, hein. Vous savez, ces maladies, je parlais de maladies tropicales, on y reviendra tout à l'heure.
elles sont parfois apparues au départ dans des pays dans lesquels tous les moyens n'existaient pas pour la détection, tant chez l'animal que chez l'humain. Donc, il peut y avoir un certain nombre de sous-diagnostics. Je voulais juste dire un petit mot à ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra bien volontiers. Hein, grâce au chat, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Donc, on a un petit peu balayé donc les divers. On va revenir un petit peu sur l'épidémiologie de tout ça. Donc, on le redit un petit peu par rapport à ce qu'on a dit au début, mais c'est pour ensuite mieux rebondir sur les choses à mettre en place. Oui, bah oui, je crois quand même qu'il faut rappeler quand même que là, tout le monde est d'accord sur le fait que 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont des zoonoses. Et à mon avis, le chiffre, c'est un chiffre minimal sûrement. S'agissant après, je dirais, si on examine cela sous l'angle de l'émergence, hein, c'est-à-dire en gros, hein, finalement, la préoccupation des maladies nouvelles depuis la dernière guerre, et là, on est à 3/4 des agents pathogènes de maladies infectieuses qui sont d'origine animale. Et puis, j'avais cité tout à l'heure le chiffre de 5 maladies nouvelles par an. Hein. Donc, ça correspond aux 330 maladies infectieuses humaines émergentes recensées entre 1940 et 2015. Est-ce que vous pensez que les êtres humains sont moins des réservoirs à maladies que les animaux? Pourquoi est-ce qu'il y a cette transmission importante à partir du monde animal? Est-ce qu'on vivrait seul sur Terre, on ne se transmettrait pas de maladies? Je sais pas. Alors là, oui, je pense d'abord, finalement, on se transmettrait des maladies. C'est peut-être aussi parce que on les maîtrise moins, notamment, là encore, dans un certain nombre de pays en voie de développement chez l'animal. Et voilà, je pense que c'est aussi l'explication, c'est celle de la moindre maîtrise. On va y revenir. Tout à l'heure, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire, mais je le dis déjà, quitte à le redire tout à l'heure. La prévention et la maîtrise des zoonoses, notamment chez l'homme, eh bien, je dirais, consiste précisément à aller en amont, à agir en amont et à bien les maîtriser chez l'animal. Et bien les maîtriser chez l'animal, c'est déjà faire le diagnostic à temps, là où elles émergent. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait que beaucoup de ces maladies émergent dans des pays où finalement les services vétérinaires au sens très large du terme ne sont pas du tout organisés. Voilà. Donc ça, alors, les chiffres de 2,4 milliards d'humains chaque infecté, c'est énorme. Oui. Le bilan est assez énorme. Ah oui, c'est le tiers finalement le tiers de l'humanité, c'est-à-dire que un tiers des humains dans le monde chaque année, finalement, il y a tellement de zoonoses à l'occasion d'être infectés. Alors, c'est pas forcément gravissime, puisque évidemment, il faut faire une division par 1000 pour avoir le nombre de morts. Mais à mon avis, ce chiffre de 2,2 millions de morts par an, qui est une moyenne, il va nettement augmenter. Alors quoi, même si le nombre de morts n'est pas forcément, mais il y a aussi tout l'impact sur la santé publique, parce que les gens, ils sont malades, même s'ils ne meurent pas, il faut aussi les soigner, les prendre en charge. Ils travaillent pendant ce temps-là, donc il y a vraiment un impact aussi économique important malgré tout. Tout à fait, tout à fait. J'avais juste rajouté, alors c'est peut-être un petit peu, vous voyez, c'est simplement la résistance bactérienne. Vous voyez, la résistance bactérienne aux antibiotiques. Bon, on la considère maintenant de plus en plus comme une maladie en soi, finalement. Et on peut aussi parler de zoonose, puisqu'il y a un certain nombre de cas de résistance bactérienne qui sont intervenus sur des bactéries propres à l'animal, qui ont su transmettre à des bactéries qui vont ensuite contaminer des humains leurs facteurs de résistance. Hein. Et l'inverse d'ailleurs. L'inverse, nous avons des exemples de résistance bactérienne aux antibiotiques survenus sur des bactéries qui infectent des animaux, dont manifestement l'origine était une résistance acquise chez l'homme. Hein. Donc ça, la démonstration a existé. Alors on va passer un petit peu plus vite parce que le temps avance. Mais sur la partie au nord, on en a pas mal. Oui, on en a parlé. D'aller voir un petit peu ce qui s'est passé avec notre ami le Covid-19. Oui, simplement. Voilà, donc maladie ARN, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce coronavirus? Bah oui, que on sait que
ce génome était partagé à 96% avec le coronavirus identifié chez la chauve-souris, encore davantage avec celui du pangolin, qu'il y a d'autres coronavirus humains pathogènes, fortement pathogènes, on les a cités tout à l'heure, le SRAS, le MERS, et également des peu pathogènes connus depuis longtemps qui sont responsables de rhume. Chez les animaux, on connaît depuis assez longtemps, les vétérinaires connaissent un certain nombre de coronavirus qui affectent le porc, les volailles, le chien, les bovins, et d'autres espèces qui sont assez souvent pathogènes. La péritonite infectieuse féline du chat, qui est une maladie redoutable chez le chat, très grave, qu'on ne maîtrise pas convenablement aujourd'hui, est due à un coronavirus. Voilà. Bon, très contagieuse, tout a été dit, hein, je crois que oui, bon, après, quid de la contamination des autres espèces? Je pense que là, effectivement, on a identifié à droite, à gauche, quelques chats ou chiens et sur lesquels la PCR s'est révélée positive. Donc, je pense qu'il faut raison garder, il faut savoir un petit peu si... savoir si les animaux de compagnie pouvaient transmettre la maladie. Voilà. Sont-ils des cul-de-sac, en l'occurrence, ou peuvent-ils jouer un rôle? Donc ça, c'est à déterminer. Mais en tout cas, ils n'ont pas constitué l'essentiel, loin s'en faut, du mode de transmission et de contamination des humains aujourd'hui. Pandémie, il y a 190 pays, c'est la quasi-totalité des pays du monde. On parlait tout à l'heure donc des caractéristiques des maladies émergentes. Le problème des maladies émergentes, c'est que pour les comprendre et les connaître, il faut du temps. Et donc, au début, on tâtonne. Hein, donc, c'est peut-être intéressant de voir un petit peu donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui finalement lutter contre les zoonoses. Est-ce que l'homme et l'animal, c'est le même combat? Comment est-ce qu'on va essayer de réfléchir maintenant qu'on sort de cette expérience assez étonnante au niveau international? Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais les mots sont révélateurs. Hein. Le président de la République avait dit « nous sommes en guerre ». Là, vous voyez, on emploie l'expression de combat. On est sur des termes assez martiaux. Et il est vrai qu'il y a toujours on va y revenir, mais le mythe de l'éradication de l'agent pathogène. Hein. On va y revenir. Alors, chez l'homme, moi, ça, vous serez mieux à même d'en parler que moi. Hein, se pose évidemment à chaque fois la question du diagnostic. Quand la maladie est émergente et nouvelle, bien sûr, il faut le temps nécessaire pour mettre en œuvre des tests diagnostiques. Je serais tenté de dire que les gens ne s'en aperçoivent pas, mais là, de façon générale et à l'échelle du monde, on peut dire que pour la Covid-19, on a été particulièrement rapide pour mettre en place des moyens de diagnostic extrêmement performants. Il faut le dire. Bon, le médecin, évidemment, s'intéresse à ça, vous direz, au traitement individuel curatif, naturellement, chaque fois qu'ils existent. Hein, il les a toujours quand il s'agit d'helminthes, assez souvent quand il s'agit de protozoaires. Il les a pas forcément quand il s'agit de virus. Hein. On observe, c'est un petit peu ce que nous, on voit en matière de gestion de risque. Quand on a un problème, un accident ou un dommage, on s'intéresse plus à traiter le dommage qu'aux causes racines finalement de ce dommage. Et typiquement, on aurait peut-être tendance à se dire, puisque ce sont les chauves-souris qui contaminent, on va détruire les chauves-souris. Mais c'est peut-être pas la bonne solution, parce que finalement, la chauve-souris a aussi son utilité. Donc, il y a peut-être à réfléchir de façon un petit peu différente, hein, plutôt de façon systémique, et de voir quelles sont les causes qui, au final, outre le réservoir de virus, vont pouvoir générer en fait et s'attaquer plutôt aussi j'en dis pas que, mais aussi à ces causes et pas que simplement à trouver un traitement et un vaccin. Tout à fait. Mais je pense que ça nous amènera peut-être à réfléchir à un changement d'attitude. C'est vrai que vous dites l'idée de détruire massivement une espèce, c'est quelque chose qui ne choquait pas les esprits, mais qui choque aujourd'hui à juste titre sur le plan écologique. Hein. Et puis, je crois qu'on est quand même en Occident et notamment en France. Je pense qu'on a l'idée disons du CIDE, CIDE, c'est-à-dire que on a une bactérie, on ne pense qu'à une chose, c'est la détruire, la bactéricidie. Idem, dès lors qu'on a un agent pathogène, on ne pense qu'à le trucider en quelque sorte finalement. Hein. Et disons qu'on aura peut-être à évoluer. Il s'agit peut-être plus
de maîtriser la maladie, c'est-à-dire en comprenant mieux finalement la manière dont les agents pathogènes agissent sur le vivant, sur les animaux, sur l'homme. Préparer cette conférence, vous m'avez expliqué que le vétérinaire finalement a vraiment un rôle en matière de santé publique, qui s'intéresse vraiment enfin, il a aussi un rôle régalien en fait dans la santé publique. Et donc chez l'animal, on a peut-être quelque chose de différent, puisque d'abord on a des grandes masses, on peut traiter aussi malheureusement quand les animaux sont contaminés, on va détruire les cheptels, enfin bref, il y a des méthodes un peu plus radicales que chez l'homme, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi une autre type de culture peut-être. Oui, c'est vrai, il y a un autre type de culture, c'est-à-dire qu'effectivement, s'agissant du traitement curatif, quand on en dispose, il va de soi que naturellement le vétérinaire cherche, en tous les cas, à traiter l'animal quand on en dispose, et notamment quand on est à peu près sûr de réussir le traitement sans risque pour la santé publique. C'est assez différent, et là, évidemment, ça pose au vétérinaire un certain nombre de problèmes d'éthique que ne se pose pas le médecin, puisque le médecin, dans tous les cas, il soigne, il essaie de sauver son patient. Là, on peut avoir le cas, je citais par exemple la tuberculose chez le chien. En théorie, on dispose des moyens, des antibiotiques, des antituberculeux qui pourraient agir sur le chien, mais on n'a jamais de garantie que le traitement sera parfaitement effectué. On n'a pas de service public permettant de traiter ce genre de, si bien que là, pour des raisons éthiques, on en vient le plus souvent à conseiller l'euthanasie de l'animal. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, chez le vétérinaire aussi, notamment chez les vétérinaires ruraux, le traitement curatif, c'est déjà un constat d'échec. Le vétérinaire, il se situe culturellement dans la prévention. Il se situe en amont. Et là, il traite de grands effectifs. Effectivement, là, je pense qu'on ne peut pas trop développer parce que il faudrait que nous avancions. Mais le vétérinaire est habitué à traiter de grands effectifs, à faire des diagnostics de masse. Par exemple, les diagnostics de PCR, les laboratoires vétérinaires, pour ne parler que des laboratoires vétérinaires publics français, ils sont en situation de faire plusieurs centaines de milliers de PCR par semaine, par exemple. Voilà. On avait l'impression qu'au début, ça gênait un petit peu nos amis médecins dans la mise en place au départ. Mais bon, voilà. Mais peu importe, il faut l'essentiel, c'est d'échanger. D'ailleurs, il y a eu un recours aussi au laboratoire vétérinaire là pour le diagnostic aussi, avec une certaine réticence au démarrage. Peut-être, mais si vous voulez, je serais tenté de dire que c'est peut-être la culture vétérinaire qui est une culture de santé publique, puisque le vétérinaire aussi, il est très impliqué dans la sécurité sanitaire des aliments, mais de façon générale, dans la santé publique, il se pose toujours la question, effectivement, d'essayer de sauver l'animal, mais à condition de ne pas causer de tort à la santé publique. Et cette culture de la santé publique, à mon avis, a amené les vétérinaires spontanément, puisque finalement, ils n'allaient voir ni chauve-souris ni pangolin à soigner dans leur cabinet, eh bien, assez spontanément, ils ont proposé aux médecins de mettre à leur disposition les respirateurs quand ils en avaient, etc., etc. Et j'ai vu mon collègue président du Conseil national m'a dit que 5000 vétérinaires s'étaient immédiatement proposés pour faire partie de la réserve sanitaire, pour apporter leur contribution s'ils avaient pu aider à quoi que ce soit, y compris comme brancardier dans les hôpitaux. On a parlé de stratégie tout à l'heure. Alors, on change de stratégie? Oui, je pense qu'effectivement, bon, d'abord, je voulais dire, il y a toujours l'idée d'éradiquer un virus. Et je le vois même avec Covid, les gens s'imaginent qu'on va éradiquer le virus. Comme ça, il faut partir du principe qu'une fois que le virus, il existe, il fait partie de la biodiversité, si je puis dire, de façon un peu provocante. D'autant que l'éradication de maladies, on n'en a pas réussi beaucoup. On a réussi l'éradication de la variole humaine. On a réussi en médecine animale l'éradication de la peste bovine, et encore il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, finalement, il y a une maladie animale éradiquée, c'est la peste bovine. Une maladie humaine éradiquée, c'est la variole bovine. Il y a la polio qui est sur le point d'être éradiquée, mais l'éradication, c'est un mythe, c'est presque un fantasme. Il faut plutôt apprendre à vivre, à maîtriser la maladie. C'est plutôt, je pense, l'idée de maîtrise plutôt qu'une idée d'éradication. À propos de la peste bovine, je voulais dire qu'elle a été éradiquée, mais ce qui est intéressant, c'est que elle a laissé un petit à l'homme, dont on ne parle jamais. La rougeole n'est pas considérée comme une zoonose, et pourtant, elle résulte d'un certain nombre de scientifiques qui ont mis en évidence de façon
considérée comme certaine aujourd'hui, que le virus de la rougeole est un virus qui a muté à partir du virus de la peste bovine, du temps où elle existait, du temps de l'auroch, c'est-à-dire au début de la domestication. On est à peu près sûr de cela aujourd'hui. Donc, ça veut dire que finalement, vous voyez, voilà l'exemple d'une zoonose qui n'est pas, enfin, d'une maladie qui n'est pas considérée comme zoonose, mais qui pourtant a une origine zoonotique quand on se penche un petit peu. Donc, les barrières de stress sont de plus en plus souvent franchies, donc de ce qu'on observe maintenant, quoi. Et donc, la stratégie, ça va quand même être de faire un travail sur un petit peu notre environnement, notre façon de voir les choses et notre culture par rapport à tout ça. Donc, tout à fait. Déjà, si vous voulez, de se mettre en situation déjà de mieux lutter contre l'agent pathogène à sa source animale. Ça, c'est déjà un point important. D'ailleurs, si vous voulez, j'aurais pu le dire, j'ai entendu récemment le professeur Sicard, ancien président du comité consultatif national d'éthique, qui était interrogé sur France Culture et qui disait: ce qui me frappe toujours, c'est l'indifférence au point de départ, comme si la société ne s'intéressait qu'au point d'arrivée, c'est-à-dire le vaccin, les traitements, la réanimation. Mais pour que cela ne recommence pas, il faudrait considérer que le point de départ est vital. Or, c'est impressionnant de voir à quel point on le néglige. Plus loin, il a dit, c'est comme si l'art vétérinaire et l'art médical n'avaient aucun rapport. Voilà, vous voyez. Voilà, le point de départ est mal connu, il est totalement méprisé. Eh bien, je pense que c'est là qu'il faut aller effectivement faire porter les efforts pour maîtriser l'émergence de maladies zoonotiques. Alors donc, on passe à ce concept, alors je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est intéressant, c'est le concept de une seule santé, où on va voir ensemble la santé humaine, animale et environnementale, en fait. Hein. Donc, on va peut-être passer un peu vite sur l'historique, Michel, parce qu'on arrive à vraiment bout. Oui, tout à fait. On était entre autres pasteurs, pour parler un petit peu des différentes vagues, finalement, de ces zoonoses. Il y en a eu plein, donc, en fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord pour dire que la première vague de zoonoses, elle a eu lieu au moment de la sédentarisation et de l'Homo sapiens et de la domestication, c'est assez normal. Quand on a domestiqué une espèce, eh bien là, on a été en situation de se rapprocher de ces espèces, d'échanger, et il y a eu incontestablement une première vague de zoonoses. Et je citais tout à l'heure, vous voyez, la peste bovine qui a laissé un petit avec la rougeole. Vous voyez, je pense que c'est un reste de cette première vague. Et puis là, aujourd'hui, avec les phénomènes de mondialisation d'une part, de réchauffement climatique que nous enregistrons, avec l'explosion de la démographie humaine et tous les déséquilibres des écosystèmes induits par l'homme, espèce envahissante s'il en est, quelque part, vous voyez, et prédatrice, fortement prédatrice. Donc on explique incontestablement, disons que cette deuxième vague de zoonoses. Alors après, ça s'explique par effectivement plusieurs choses. L'explosion démographique humaine, donc la densité de population. Évidemment, plus vous êtes nombreux et plus vous empiétez sur le territoire sauvage. Et puis, plus vous êtes nombreux et plus vous avez des besoins d'alimentation, et notamment en protéines animales. C'est et voilà. Et au moment où précisément les Occidentaux, les Européens, les Nord-Américains commencent à prendre conscience du fait qu'ils consomment sûrement trop de protéines animales et sans peut-être aussi trop de viande, sûrement même trop de viande, eh bien les pays en voie de développement n'aspirent qu'à une chose, c'est à augmenter leurs besoins en protéines animales. Donc les prévisions de la FAO et de l'ONU sont assez considérables, je dirais à l'horizon 2050. C'est pas, on n'est pas du tout dans le végétalisme, voilà, au plan mondial. Alors après, il y a de conscience un petit. Alors au niveau, en tout cas européen, c'est une prise de conscience par rapport à ça, par rapport aux élevages des animaux, à leurs conditions de vie, d'élevage. Mais en fait, on n'est pas encore au bout du chemin. On n'est pas au bout du chemin. Voilà, il y a manifestement la refonte des systèmes agraires a été à l'origine depuis la guerre de facteurs d'émergence des maladies zoonotiques. Bon, après, on peut citer des exemples. Vous voyez, les souches aviaires, c'est pratiquement toutes les mêmes maintenant, qu'on soit en Chine ou autrefois, il y avait une diversité raciale même à l'intérieur d'une même espèce que l'espèce Gallus. Eh bien, aujourd'hui, c'est les mêmes souches. Inutile de dire que quand finalement un virus s'adapte à une souche, si c'est la même partout, la diffusion est infiniment plus rapide. Après, il y a la question
des animaux exotiques, hein, des trafics d'animaux exotiques, de la consommation naturelle. Alors évidemment, là, on serait assez tentés, nous les Occidentaux, de jeter la pierre un peu à ces pratiques de consommation d'animaux exotiques là-bas en Chine ou en Asie du Sud-Est. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on commence par balayer devant notre porte. Hein. Est-ce qu'il est bien normal aujourd'hui de voir se multiplier dans les appartements, dans les maisons, dans les propriétés privées, ces nouveaux animaux de compagnie, dont certains n'ont pas d'existence à l'état naturel sur notre sol. Donc, ce sont des pratiques qui sont, à mon avis, à réexaminer, à reconsidérer et qui ne sont sûrement pas bonnes en matière Après, il y de a aussi prévention des l'éducation violences. la population par rapport à tout ça. Hein. C'est aussi des choses qu'on vient de vivre probablement va peut-être bouleverser un petit peu les choses et sensibiliser les gens parce qu'il y a vraiment eu des choses qui vont sortir certainement de cette pandémie. Donc, si on poursuit un petit peu sur ce concept de une seule santé, donc moi je suis une qualiticienne de base, donc j'aime bien les approches systémiques et je trouve que ça c'est vraiment une bonne chose et qu'on puisse parler enfin, de la santé au sens. Voilà, dans les moyens. Oui. Je pense que dans les grands principes des moyens, c'est de dire que il faut protéger les animaux pour protéger l'homme. Hein, donc les mesures de contrôle les plus efficaces sont celles qui touchent les sources. Donc il faut les détecter à la source, précocement, hein, ce qui est, je dirais, une façon, il faut développer la solidarité avec les pays qui effectivement ont besoin de moyens de détection rapides parce que la maladie prise à la source peut être maîtrisée beaucoup plus facilement. Il faut organiser des services vétérinaires puissants partout dans le monde et incontestablement, il n'y a pas cette très bonne organisation vétérinaire. C'est ce que regrette l'Organisation mondiale de la santé animale qui cherche à organiser des services vétérinaires puissants partout dans le monde pour précisément préserver la santé humaine et puis il y a la Ah. Voilà. Voilà, il y a eu un petit problème. Un instant. Alors, excusez-moi. Oui. Voilà, nous voilà. Ça s'est un petit peu coupé. Donc, oui, ce que je disais, c'est que. Alors, je ne sais plus ce que je disais en fait. Vous disiez, on était sur les services vétérinaires. L'alerte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter aussi à nous donner l'alerte, même si ça risque peut-être de mettre en péril politiquement le pays. Vous voyez, c'est aussi ça. Hein, tout à fait, bien sûr, c'est évident. Là, il y a une question d'éthique politique. Alors, vous parlez des cloisons, là c'est pareil. Hein. La coopération, la transversalité, c'est très important. Et entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, ça semble assez important. Et aussi avec tout ce qui concerne les aspects environnementaux, c'est vraiment un seul combat. Il faudra peut-être aussi à former dans nos jeunes étudiants du côté médical ou du côté paramédical, voire vétérinaire, sur ces sujets-là, parce qu'il faut aussi que ça vienne de là. Tout à fait. Effectivement, il y a de la formation, de l'éducation, la formation initiale et la formation continue à mettre en place. C'est là que se situe à l'évidence la solution ou les solutions. Sur la suivante, voilà, oui, je crois que je l'avais redit, hein, on l'a redit déjà, associer plus en amont les deux médecines, et puis pas seulement les deux médecines, associer l'ensemble des sciences. Hein. Il y a d'autres sciences qui peuvent apporter des choses intéressantes, la zoologie, l'entomologie, l'écologie scientifique, bien sûr. Même la physique est susceptible d'apporter des choses. C'est pas simplement une affaire de médecins et de vétérinaires, c'est une affaire, je dirais, beaucoup plus large, qui peut faire appel à l'intelligence artificielle. La modélisation sur les modèles mathématiques sur l'extension de l'épidémie, c'est aussi intéressant. Hein. Tout à fait. Alors, bien sûr, je disais, là, voilà, lutter contre les trafics, interdire les marchés d'animaux vivants, la consommation d'espèces sauvages. Chez nous, limiter les NAC, hein, je crois que ça fait partie des choses. J'ai vu que le professeur Sicard lui plaidait pour un tribunal sanitaire international. J'avoue que ça, j'avais pas encore entendu cette notion développée, mais pourquoi pas. Et surtout, je pense qu'il faut éduquer, alors au respect des animaux, bien entendu, mais au respect du vivant en général, hein, et éduquer partout à l'hygiène, bien sûr. Éduquer, mais c'est pas forcément, quand on dit éduquer, c'est pas forcément éduquer les braves gens, les pauvres gens. C'est peut-être éduquer ou rééduquer ceux qui nous gouvernent aussi. Et, tout à fait. Je crois que c'est à eux aussi de prendre conscience du fait que le modèle
le modèle en vigueur, celui qu'on a voulu suivre depuis notamment la dernière guerre mondiale, eh bien, ne convient peut-être pas. Alors, plus. Il y a quand même des structures internationales et qui se préoccupent et nationales qui se préoccupent de tout ça. Donc, il y a plusieurs organismes qui sont cités. Il y a évidemment l'OMS, on a cité l'OIE tout à l'heure, l'Organisme mondial de la santé animale. Il y a aussi l'ANSES, par exemple, pardon. Oui, tout à fait, voilà. Oui, oui. Donc, il y a de certaines structures nationales et internationales. Oui, moi je constate quand même que depuis notamment le début du XXIe siècle, incontestablement, OMS, OIE, c'est-à-dire Organisation mondiale de la santé animale et FAO, travaillent de concert, notamment sur la lutte contre l'antibiorésistance, sur les grippes des influenza aviaires, sur la rage. Il y a déjà du beau travail qui a été fait. Puis je vois que l'OIE vient de mettre en place un groupe de travail sur le commerce et la consommation des animaux sauvages. Donc vous voyez, ce sont des démarches qui sont intéressantes. Au niveau européen, on voit que l'EFSA, j'ai lu récemment que l'EFSA avait appelé pour la journée mondiale du 7 juin sur l'environnement à une prise en compte du concept d'une seule santé, One Health, c'est-à-dire santé humaine et animale. Et l'ANSES en France est très impliqué dans ce concept. Tout ça a été décliné sur tous les plans, local, national, mondial. Ben, écoutez, on arrive à la fin de notre petite conférence, presque dans les temps, on a dépassé. Oui, on est allé un petit peu vite sur certaines diapositives, on aurait entré un peu plus dans le détail, mais je crois que si le diaporama intéresse certains, on pourra bien évidemment vous le communiquer intégralement, mais de toute façon, la conférence pourra être revue effectivement en replay. Donc, pour conclure, Michel, qu'est-ce que vous nous diriez ? Je vous dirais ce que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'il faut raisonner et agir scientifiquement, techniquement et politiquement à l'échelle de tout le vivant. C'est-à-dire, non seulement il faut aller en amont à la source animale, mais je pense que ça ne suffit même pas. Il faut avoir une autre conception aujourd'hui de l'équilibre, de la vie. Avoir présent à l'esprit que certes, non seulement la santé humaine est un bien public mondial, mais la santé animale est un bien public mondial pour toutes les raisons que nous avons expliquées. Et surtout, il faut que on prenne conscience, et je crois qu'on prend conscience progressivement, du fait qu'on ne peut pas continuer, l'espèce humaine, Homo sapiens, ne peut plus continuer à considérer le vivant et notamment les animaux qui sont proches comme il l'a considéré depuis quelque temps. Il faut les respecter, il faut respecter le vivant. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas, je dirais, être prédateur à l'extrême, à l'excès. Et puis, il faut peut-être, je dirais, prendre conscience de ça et se remettre en cause, et remettre en cause au plan individuel et collectif sa façon de vivre, c'est-à-dire sa façon de se déplacer, sa façon de se nourrir, sa façon de se chauffer, etc. Et là se trouvera sûrement des pistes de lutte, de maîtrise, plutôt de maîtrise contre ces maladies des animaux, mais aussi de l'homme, et surtout celle de l'homme qui nous intéresse effectivement. En fait, une question, c'est une question de survie en fait de notre planète, en fait, tout ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut cesser de voir les vétérinaires, je dirais, travailler dans leur coin sur l'animal, les médecins travailler dans leur coin sur l'espèce humaine, tel scientifique. Il faut associer, il faut ouvrir les portes, il faut communiquer, il faut échanger, et il faut aller beaucoup plus en amont. Eh ben, on espère que cette pandémie aura au moins la vertu de nous faire réfléchir tous globalement et au niveau international sur ces sujets. Ben, merci beaucoup Michel pour cette conférence. Donc, écoutez, à ceux qui ont participé, merci aussi à vous d'avoir été quand même 10 en ligne à nous écouter, c'est bien. Donc, ceux qui se sont inscrits, vous recevrez un mail pour pouvoir revoir assez rapidement cette conférence si vous le souhaitez. Et de toute façon, elle sera en ligne bientôt sur le site. Donc, n'hésitez pas si vous l'avez trouvée intéressante, à la conseiller à ceux qui vous entourent. Voilà, écoutez, merci à tous et puis à une prochaine conférence. Je pense que la prochaine sera consacrée aux dentistes, mais la dernière de l'année sera consacrée au travail, à la sécurité des soins en officine pharmaceutique en ville. Donc, je pense que ce sera un bon sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dévolues aux pharmaciens ces temps-ci et je pense que ce sera un sujet intéressant aussi à suivre. Merci à tous et puis bonne soirée à tous. Merci, bonsoir à tous, merci, bonsoir Marie-Christine.